Merci très sincèrement, très chaleureusement, Monsieur l'ambassadeur, cher Xavier. Merci aux excellences, les ambassadeurs d'Italie et du Mexique. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir. C'est évidemment pour moi un grand honneur, un grand plaisir, mais je ne le cache pas, beaucoup d'émotions. S'exprimer aujourd'hui à Alger, s'exprimer dans cette partie de la capitale, avec ce qui s'y passe depuis 18 semaines, c'est évidemment très important. Et je voudrais d'emblée souligner deux choses. D'abord que je vais m'exprimer en mon nom propre, hein, quel que soit effectivement le parcours que j'ai eu, ma parole n'engage que moi-même, elle n'engage même pas Sciences Po, elle n'engage que ma petite personne, mais ce qui est plus important encore, c'est que je viens ici non seulement avec un immense respect pour les Algériennes et pour les Algériens, mais aussi avec une volonté d'apprendre. Et c'est pour ça que je me réjouis du débat que nous aurons tout à l'heure, et dont j'espère que ce sera effectivement un débat et non une contre-conférence. Quelles que soient les thèses que je vais développer, donc vous verrez qu'elles ne sont pas vraiment consensuelles, ni faites pour gommer les aspérités dans des situations qui sont très contradictoires et parfois, ne l'oublions pas, épouvantablement tragiques. En même temps, j'ai beaucoup de plaisir, d'émotion à intervenir ici. J'étais intervenu il y a 7 ans. J'avais en 2 temps fait une tournée comparable sans maintenant à celle que j'ouvre aujourd'hui devant vous, donc dans les 5 instituts français. À l'époque, j'étais intervenu sur le Moyen-Orient à l'heure des peuples. Et, comment dirais-je, nous étions en 2012, au printemps 2012, j'avais eu parfois un léger problème de communication avec mes amis algériens du fait de ma qualification de révolution de ce qui était en train de se passer au Moyen-Orient face à un public qui parfois contestait même ce terme de révolution en disant que la Saoula, il en avait une, j'ose pas dire de toute éternité, mais au moins depuis 50 ans, et que ce qui se qualifiait de révolution à ce moment-là, en 2012, au Moyen-Orient, ne méritait pas cette qualification. Je pourrais y revenir, mais j'ai comme une vague impression qu'aujourd'hui, ce débat est peut-être dépassé, hein, et qu'en matière de soulèvement démocratique, eh bien, on a désormais une approche beaucoup plus ouverte en Algérie. Ce que je voudrais aussi mentionner d'emblée, c'est que malgré quelle que soit l'empathie qui est vraiment profonde hein, pour les peuples arabes en général, le peuple algérien, alors je sais que le monde arabe, l'Algérie, maintenant aussi, le débat est fort, on m'avait même reproché de parler de printemps arabe, donc j'avais dit, ok, printemps arabo-berbère, si ça peut aller, voilà, si ça peut, printemps arabo-berbéro-kurde, si vous préférez, il n'y a pas de souci. Moi, ça fait longtemps que, étant profondément laïque, je considère qu'est arabe toute personne qui se considère comme arabe. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, et si quelqu'un veut mettre en avant d'autres éléments d'identité, c'est évidemment pas à moi de trier ceci de cela, et sûrement pas dans un pays à l'identité plurielle comme l'Algérie. C'est d'ailleurs, comme vous le savez mieux que moi, un des enjeux fondamentaux du mouvement qui la traverse depuis 18 vendredis. Donc, quelle que soit cette empathie, moi je suis historien, c'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui vous diront j'ai réponse à tout parce que c'est pas le cas, et quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et quand je cherche, et quand j'interroge, j'interroge vraiment. Je pense que face à des mouvements aussi fondamentaux, je dirais presque telluriques, qui agitent aujourd'hui la région, l'idée d'une seule grille d'interprétation est un peu infantile.
les interprétations ne peuvent être que plurielles face à des mouvements qui sont tout autant pluriels. Donc moi, je mets mes outils d'interprétation sur la table, je suis historien, avec un bagage en sciences politiques, donc les outils des sciences sociales, je ne peux apporter que ces éléments d'interprétation d'historien. Pourquoi? Je vais vous ramener très longtemps en arrière, même 2 siècles en arrière. Hein. Mais j'ai dit dès 2011 que dans un livre, 10 leçons sur le soulèvement démocratique, que j'avais écrit très vite, pour une raison simple, c'est que j'étais convaincu que d'abord ça allait durer. Hein. Pour ça, quand j'ai entendu parler de printemps, moi j'étais très sceptique sur les variations saisonnières, et je vous souhaite que, d'ailleurs ça y est, on y est, hein, on est dans l'été, donc voilà, vous y êtes arrivé, hein, ce n'est pas un printemps, c'est beaucoup plus que ça, et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est l'inscription dans la durée. Donc la durée, hein, j'étais convaincu dès le printemps, alors là je parle de la chronologie 2011, que très vite, on n'y comprendrait plus rien. Très vite, les processus allaient tellement se complexifier, la tendance qui paraissait simple, hein, rappelez-vous, hein, c'était pas 1, 2, 3, c'était Ben Ali Moubarak, c'est qui le troisième? Comme si c'était la question. Hein, ça va être qui le troisième? Kadhafi, Ayat al-Assad, Bachar al-Assad, il n'y a pas eu de troisième, en tout cas pas avant une guerre civile qui a déchiré la Libye voisine, hein, et donc dans une logique tout à fait différente des soulèvements pacifiques qui avaient agité l'Égypte et la Tunisie. Donc on était rentré dans autre chose. Mais si j'étais intervenu très vite, trop vite, comme le dirait un certain nombre de mes collègues, qui considèrent que c'est parfois déchoir que de se lancer dans le débat public, je pense que nous avons le devoir, hein, comme intellectuels, de contribuer, d'alimenter ce débat public quand il s'agit du destin des hommes et des femmes qui, comme Français, nous sont tellement proches. Très vite, j'ai été convaincu que les affreux, on va dire les affreux, moi j'ai fait un livre qui s'appelle Généraux, gangsters et djihadistes, donc je veux dire les affreux, pour ne pas mentionner la première catégorie ici. Les affreux feraient tout pour qu'on n'y comprenne plus rien. Très important. Hein, il n'y a pas uniquement la perte de sens par elle-même, il y a aussi le fait qu'il y a des forces qui très activement font qu'on n'y comprenne plus rien. Hein, font qu'il y a une confusion, il y a une division, il y a un mélange des registres, etc. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est un schéma d'interprétation qui, par définition, est inabouti, parce que ce mouvement est toujours en cours, qui est fondé sur une réflexion historique, hein, et qui prend en compte d'autres dimensions sociologiques, démographiques, économiques, financières, qui seraient tout à fait pertinentes. Et donc, moi, c'est assez simple, enfin, on dit comme ça a l'air assez simple, en fait, vous verrez vite que ça l'est moins. Je pense qu'il y a 3 temps qui s'emboîtent. Il y a un temps qui est ouvert, qui est celui qui est toujours ouvert, qui a été relancé depuis 2011, qui est le temps de la Nahda, de la Renaissance arabe, c'est ainsi, ce sont mes collègues arabes historiens qui le disent, ouverte par une agression étrangère, qui est l'expédition de Bonaparte en Égypte, mais qui n'est pas qu'une agression, qui est aussi un choc pour l'Empire ottoman qui contrôlait directement le Moyen-Orient et indirectement, sous des formes que vous connaissez mieux que moi, la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Et donc, on a cette Renaissance arabe qui, à mon avis, les promesses d'émancipation sont toujours inaccomplies. Parce que c'était l'émancipation arabe, collective et individuelle. Pour faire très court, on parle de plus de 2 siècles d'histoire, on a une Nahda par le haut, un despotisme éclairé en Égypte avec Mohamed Ali,
invention plus constitutionnaliste dans la Tunisie des Beys, qui va être brisée par l'intervention coloniale de la France en Tunisie et de la Grande-Bretagne en Égypte, 1880-1882. Et on a l'occupation, l'invasion de l'Algérie par la France à partir de 1830, qui du fait, très rapidement, avec la chute du littoral et de manière définitive avec la chute de Constantine en 1837, laisse le peuple algérien sans la protection ottomane, le référent ottoman, face à l'envahisseur. D'où cette résistance nationale qui sera menée au nom du djihad par Abdelkader, mais c'est un djihad de libération nationale, d'où l'aspect très spécifique en Algérie de la résistance nationale qui peut se conjuguer sur ce registre islamique depuis Abdelkader jusqu'au front de libération nationale. Mais cette occupation française en Algérie, elle va avoir d'abord pour effet de retrancher l'Algérie de ce mouvement de Narda, parce que la France va concevoir le dessein d'une Algérie française, et pas n'importe quelle France, la France républicaine, la France de la Deuxième République, qui crée les 3 départements en 1848, et la France de la Troisième République, qui met à bas le royaume arabe de Napoléon III, l'éventuelle négociation avec un Abdelkader qui, de toute façon, voulait se livrer à sa réflexion mystique plutôt qu'à un projet politique en 1860, mais de toute façon, la Troisième République met à bas ce qui aurait pu être une autre histoire franco-algérienne, qui ne verra donc pas lieu, avec ce paradoxe républicain que, au nom d'une république laïque, on va islamiser les Arabes. C'est-à-dire qu'on Napoléon III envisageait le royaume arabe, la Troisième République ne considérera plus que les musulmans, avec en plus le décret Crémieux qui va retrancher la communauté juive algérienne de sa communauté nationale en lui octroyant la nationalité française. Alors, tout ça, vous savez par cœur, mais simplement, je me permets d'insister là-dessus parce que cela signifie que on va avoir, dès la Troisième République, il y a plus d'un siècle, 2 éléments très importants dans le rapport entre la France et cette partie du monde, qui est au Maghreb l'islamisation des Arabes, c'est-à-dire qu'on va d'ailleurs fonctionnariser un clergé musulman, ce qui en soi est un oxymore, mais on va faire ça, on va avoir des fonctionnaires musulmans, alors qu'on a la loi de séparation de l'Église et de l'État en France. On est complètement dans une espèce de schizophrénie républicaine, et cette même République, Troisième République, va, par la voix de Gambetta, même si la citation est sans doute apocryphe, dire que l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation, et donc elle va totalement endosser les habits de protecteurs des chrétiens d'Orient, qui étaient ceux des rois de France et des empereurs. Hein. Alors je dis ça parce que, si vous êtes âgé, il faut savoir qu'en France, le débat sur les Arabes reste jusqu'à aujourd'hui parasité, dominé, surdéterminé par ces 2 réalités historiques, trop souvent ignorées, l'islamisation des Arabes. Hein. Donc moi j'essaie d'arabiser les musulmans, en tout cas d'un point de vue intellectuel, de remettre de l'arabe là où on met trop souvent de l'islam, et la protection des minorités. Hein, l'idée qu'au Moyen-Orient, il y aurait des minorités. Surtout qu'au Moyen-Orient, tout le monde est la minorité de quelqu'un. Donc si on s'occupe de minorités, on voit bien qu'on finit par oublier qu'il y a une majorité qui a des droits, et ça s'appelle le droit du peuple à l'autodétermination. Donc, je rappelle cela, et ce divorce terrible
qui est que les républicains français, les progressistes français, vont s'enthousiasmer pour leurs camarades italiens, polonais, mais leurs camarades arabes, c'est un angle mort. Voilà. Il n'y a pas de progressistes arabes. Alors que l'histoire prouve tout à fait le contraire. L'histoire du XIXe siècle, et notamment l'histoire de la Nahda, de ce qu'on n'appelait pas alors la société civile, qui est ce formidable élan culturel de renaissance linguistique, mais aussi de laïcisation de la langue arabe, que, comme vous le savez, la laïcisation, c'est pas ne pas être religieux, c'est dire ce qu'on doit dire, y compris le religieux, dans un espace qui ne l'est pas. Et le passage de la langue arabe à l'imprimé vaut laïcisation de cette langue arabe qui sort du cadre de la mosquée et de la médersa. Et donc on a cette narda où on a deux courants qui ne s'appellent pas comme ça à l'époque, on va dire nationalistes et islamistes. Je fais très attention aux termes, il faut savoir qu'à l'époque on les appelle salafistes. Dire que tout ça est très très mélangé, parce qu'ils prétendent effectivement le retour au salaire aux pieux ancêtres. Mais souvent ce sont les mêmes. Hein. Simplement, ils sont plutôt nationalistes face aux Européens, en leur disant nous sommes un peuple arabe avec une langue, avec une terre, donc nous avons les mêmes droits que les Hongrois, que les Polonais, que les Grecs, pour lesquels vous vous enflammez tous. Nous aussi. Et ils sont plutôt islamistes face aux Ottomans, qui considèrent que les Ottomans ont trahi, en Algérie c'est patent, ont abandonné les Arabes à eux-mêmes et ont contribué à la décadence de l'islam. Donc il y a l'idée d'une régénération de l'islam par sa réarabisation. Hein. Donc, ces deux courants vont converger pendant la Première Guerre mondiale autour de la figure du shérif Hussein de la Mecque, qui va lancer la Saoura, la révolte arabe. C'est intéressant que jusqu'à aujourd'hui, en français, en anglais, dans les langues occidentales, on dise The Arab Revolt, la révolte arabe. Mais non, c'est une révolution. Hein. C'est une révolution. C'est la même Saoura, enfin c'est le même concept de Saoura que la révolution de la lutte de libération algérienne. Mais on voit bien que, en disant révolte, on fait comme si les Arabes ne pouvaient pas faire la révolution, comme si la révolution c'était pour les autres, c'était pour les Occidentaux. Souvent, je fais des parallèles historiques entre tel élément d'histoire européenne, tel élément d'histoire arabe, et je sens à chaque fois une espèce de frisson. Enfin, attendez, nous, à gauche, à droite, la réaction, la révolution, oui, dans le monde arabe aussi, simplement, il ne s'appelle pas forcément de la même façon, mais on a des forces de libération et des forces contre-révolutionnaires qui sont du même ordre. Donc vous savez qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, alors que les Arabes espéraient s'émanciper par leur contribution comme alliés des Français et des Britanniques, qui vont être totalement dépossédés par l'imposition des mandats sur la Syrie et le Liban pour la France et sur la Palestine, la Transjordanie et l'Irak par la Grande-Bretagne. Mais ce qu'on dit moins, et ce sur quoi j'insiste, c'est que cette trahison des Arabes, elle est directement responsable du fait que la famille Chérif Hussein perd la Mecque au profit d'une famille dont on avait assez peu entendu parler jusqu'à récemment, les Saouds, qui vont s'engouffrer dans cette défaite historique de la Nahda arabe pour prendre la Mecque et Médine et donc s'imposer au cœur de l'islam avec leur doctrine, qui est la doctrine wahhabite, dont on connaît la postérité ultérieure. Les Saouds ont directement profité de cette trahison. Donc, de 1922 à 1971, on a le demi-siècle des indépendances arabes. La première de ces indépendances, c'est l'indépendance de l'Égypte, qui va être obtenue par une Saoura.
déjà, s'il déjà, du peuple égyptien, qui comprend que face à un ennemi comme l'Empire britannique, qui n'en est certainement pas à quelques dizaines de milliers d'Égyptiens près, la non-violence est un choix stratégique cohérent. Il y aura 1 millier de morts, mais la Grande-Bretagne sera obligée de reconnaître une indépendance formelle, une indépendance conditionnelle, le canal de Suez, les intérêts financiers, les minorités, toujours les fameuses minorités, le Soudan, qui sont... mais néanmoins, l'Égypte est indépendante et constitutionnellement indépendante dès 1922. Et on a une séquence d'indépendance arabe qui va s'achever en 1971. Alors à l'époque, ça faisait sourire. Aujourd'hui, on voit que c'est assez important par les indépendances des États du Golfe, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, même si leurs indépendances ressortent plus de la fin du bail de location que de l'indépendance proprement dite, surtout à la lumière de l'épouvantable coup humain de la guerre de libération algérienne de 54 à 60. Mais on a donc cette séquence, on oublie souvent que l'Irak est indépendant dès 1932, parce que les Britanniques, à la différence des Français, eux pratiquent l'indirect rule, donc le gouvernement indirect, donc déjà eux l'assimilation, enfin, l'idée de faire une Égypte britannique ne même pas passé par l'esprit, et donc ils parviennent à se dégager beaucoup plus aisément. Et il faut savoir que les Britanniques ont inventé un mode d'occupation coloniale. Je le dis parce que j'ai dit des choses aussi sur les Français, donc il n'y avait quand même pas que les Français dans mon droit, qui était extrêmement peu coûteux. Parce que ils ont pu gouverner le Soudan, par exemple, avec quelques centaines de Britanniques, du fait des Égyptiens, du fait de la cooptation des locales. Et puis n'oublions jamais que la Libye va vivre une colonisation relativement courte, mais épouvantable en termes humains, du fait de la résistance du peuple libyen, de Omar el-Mokhtar jusqu'en 1931 et sa pendaison par les fascistes. Donc, on a cette séquence d'indépendance, 1922-1971, sauf que, à l'intérieur de ce demi-siècle d'indépendance, on a 20 ans. Ça, je pense, ça va avoir... j'ai beaucoup publié là-dessus, mais éclairer le présent par le fait que de 1949 à 1969, ces indépendances sont détournées. Elles sont détournées au profit de juntes militaires qui ont très rarement contribué directement à l'indépendance. Ça commence en 1949 en Syrie, par le coup d'État de Hosni Zaïm. Alors là, c'est presque un cas d'école. C'est un chef d'état-major qui a été humilié par Israël, mais qui va être très fort pour prendre le pouvoir contre son propre gouvernement. Il y avait eu des coups d'État militaires avant en Irak, mais pas de changement de régime. Là, on parle de changement de régime. Et donc, détournement, 1952, les officiers libres. On peut dire ce qu'on veut de la monarchie égyptienne. Moi, je suis français, donc je suis quand même plutôt républicain. Mais c'est quand même la monarchie égyptienne, la monarchie libyenne, la monarchie irakienne qui avait conduit ces pays respectifs à l'indépendance. Et dans le cas libyen, à l'unité nationale entre les trois composantes de la Tripolitaine, du Fezzan et de la Cyrénaïque. Alors, quand j'entends aujourd'hui dire « Ah, c'était des systèmes corrompus », excusez-moi, mais corrompus, la corruption du roi Farouk, vous savez, depuis en Égypte, on a fait beaucoup mieux. Je parlais évidemment de l'Égypte. Donc, on voit qu'il y a eu une légende noire, ce qui est normal. Moi, je suis historien, je sais parfaitement que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et comme ces régimes ont été vaincus, les beys en Tunisie, vous savez, la constituante tunisienne, elle allait vers une monarchie parlementaire. C'est bien pourquoi Bourguiba a brusqué tout cela, à la fois pour éliminer Ben Youssef, qui était au moins aussi populaire que lui. Depuis, il a complètement disparu
des livres d'histoire, et c'est seulement depuis 2011 qu'on le redécouvre, mais aussi parce que, pour Guiba, vous lui imposez son pouvoir personnel, avec ce titre à ce jour unique, même si la pratique a pu essayer d'égaler, de président à vie. Président à vie. Ce serait beau comme de l'antique si ce n'était pas tragique. Et donc, on a ce détournement d'indépendance. Alors, en Algérie, c'est vous qui décidez. Soit c'est l'été 62, soit c'est juin 65, soit c'est, comme vous voulez, hein, le moment où Aït Ahmed monte au maquis, le moment où Boudiaf, vous décidez. Mais il est évident que l'armée des frontières a éliminé la résistance intérieure et le GPRA pendant l'été où on se scandait à Alger, cette année, c'est assez. Ça finit pas la. Voilà. Donc on a un détournement. Alors ce détournement, il est fondamental pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le détournement, pour faire très large, et je ne parle pas que de l'Algérie, il se fait par des systèmes qui sont fondamentalement des systèmes sécuritaires. Alors parfois il y a un peu plus d'armée, un peu plus de mouhabarat, de sécurité militaire, suivant qu'on appelle ça en arabe ou en français. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, ces systèmes ont leur vie propre. C'est-à-dire qu'ils ont un discours qui est un discours ultra-souverainiste, qui est à la mesure du fait que la contribution des uns et des autres à la conquête de l'indépendance n'est pas si évidente que cela. Et que le fait qu'ils ont éliminé des vrais militants d'indépendance, elle, est avérée. Donc, et puis, il y a évidemment la question de l'ennemi intérieur. Ennemi intérieur qui est toujours lié à une puissance extérieure. Alors, en Algérie, on a le douloureux privilège de Résistance, parti et on a l'impression que c'est une rente inépuisable. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que, voilà, on parle plus du Parti de la France. Bon, moi, je suis historien, le Parti de la France, je ne l'ai jamais vu, sauf dans les discours et les purges algériennes. C'est sûr. C'est même déterminant. Alors, quand on est en Égypte, c'est évidemment les agents sionistes. Alors, on m'a raconté une anecdote. Bon, comme c'est un islamiste qui m'a raconté, un communiste qui m'a raconté, je pense que c'est vrai, que quand les communistes et les frères musulmans se retrouvaient dans les geôles de Nasser, ils disaient « Ah, salut, sale chien d'espion israélien, et toi, horrible agent du Mossad ». C'était, bon, et en Syrie, on a atteint des sommets dans cette diabolisation. Donc il y a l'idée de l'ennemi intérieur, donc de la militarisation. Militarisation du contrôle social, militarisation du politique. En fait, mise à mort du politique, au nom de cette militarisation permanente et de l'exaltation d'une unité factice. Évidemment, je suis français, la nation est une et souveraine. Oui, elle est une et souveraine, mais ça ne veut pas dire qu'un peuple est monolithique. Tous les peuples sont divers. Linguistiquement, socialement, culturellement, ethniquement. Et donc, ces régimes ont instrumentalisé l'arabité au nom d'un monolithisme qui correspondait à leur incapacité de gérer les contradictions. Bien. Alors, vous me dites, tout ça, c'est bien loin, et aujourd'hui, j'y arrive. Parce que l'erreur principale d'interprétation en ce qui concerne l'Algérie, c'est de dire « Ah ben tout ça, c'est le printemps arabe ». Déjà, moi, je vous ai dit printemps. Dès que j'ai entendu printemps arabe, je me suis dit à celui qui a inventé cette expression, se sentira très fier quand il dira « Ah, l'automne islamiste, l'hiver intégriste ». Il dira « Oh là là, qu'est-ce que je suis malin !» Printemps arabe, évidemment. Évidemment que les islamistes avaient gagné les premières élections. Comment voulez-vous qu'ils n'aient pas les premières élections? L'Algérie en a fait l'expérience très lourde lors de l'ouverture du champ politique. Les islamistes ont pour eux, face à des nationalismes monolithiques sécuritaires, la capacité de capter toutes les ressources symboliques
que ces régimes ont perdu par leur gestion qui les a rendus, pour faire simple, impopulaires. Hein. Ils captent la ressource nationale. On voit très bien comment en Algérie, par le biais de ce qu'on appelait les barres de Félène, hein, on a eu un transfert d'un front à un autre. Hein. Et en même temps, cette idée de, voilà, la nation est une, elle est unique, elle n'a pas de contradiction. Vous remplacez l'arabité par l'islam, alors que je rappelle que dans la Nahda, les deux sont unis de manière dialectique, de même que cette dialectique permettait à des minorités de toute catégorie, entre autres religieuses, mais pas uniquement religieuses, hein, ethniques aussi. On a des contributions très importantes. L'auteur de l'hymne algérien est un berbère qui l'a aussi écrit en berbère. Hein, je vous apprends rien. Kassaman. Donc, bon, cette idée on a essayé de gommer ça. Alors, non seulement l'Algérie n'est pas aujourd'hui à je ne sais quelle traîne de je ne sais quel printemps arabe, mais l'Algérie a été la première et elle en a payé un prix terrible. Terrible. En octobre 1988, déjà, 500 morts, les blindés dans les rues de la capitale, et ensuite la décennie noire à l'issue du coup d'État qui a renversé le président Benjidi. Donc non seulement on n'est pas dans l'après 2011, mais on est dans quelque chose qui englobe 2011. C'est-à-dire que quand on regarde cette évolution à partir de l'Algérie, soudain, on a une profondeur historique, une séquence qui est beaucoup plus grande, et qui permet de mettre en perspective justement ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que la clé, pour moi, et je suis sûr que des économistes ou des spécialistes d'économie politique auraient beaucoup plus de choses, mais la clé, c'est la rente. La clé, c'est la rente. Parce que pour qu'un régime puisse ainsi s'autonomiser de sa population, il faut qu'il ait une rente qui ne dépend pas de la population. La grande chance des Tunisiens, c'est que Ben Ali et les Trabelsi piquaient directement dans leur poche. Donc, quand ils ont voulu dire stop, ben, ils ont renversé Ben Ali. Il n'y avait absolument aucune possibilité d'arrêter le pillage par les Ben Ali Trabelsi sans les renverser. Ailleurs, il y a des rentes. La rente pétrolière est bien connue. Je ne reviendrai pas dessus, j'ai beaucoup écrit sur la malédiction du pétrole. Mais la rente pétrolière, je dirais qu'elle, excusez-moi du mauvais jeu de mots, elle est un peu brute. Hein, on voit c'est bien. Bon, ça monte, ça descend. On voit bien qu'il y a un contre-choc pétrolier qui prépare les événements de 1988. Et vous connaissez comme moi les circonstances présentes. Mais la rente la plus immatérielle, mais peut-être la plus importante, c'est la rente stratégique. La rente stratégique, au Moyen-Orient, c'est simple. Pendant longtemps, ça a été Israël. Soit vous faisiez la guerre Israël et vous aviez une rente stratégique du côté de Moscou, soit vous faisiez la paix avec Israël et vous aviez une rente stratégique du côté des États-Unis. Alors, le système égyptien est fascinant parce qu'il a profité de la rente des uns, puis de la rente des autres, sans changer. Sans rien changer. C'est les mêmes. Et donc, je ne sais pas ce qu'on disait dans les prisons de Sadat, si on disait affreux agent des soviétiques, bon, le résultat est là. Hein. Et puis aujourd'hui, il y a une rente qui malheureusement n'est pas près de s'épuiser, c'est la rente antiterroriste. Hein. Avec cette idée folle, et je le dis au sens psychiatrique, de la guerre globale contre la terreur. Moi, c'est un amiral américain, donc pas vraiment un trotskiste, hein, qui m'a dit un jour, écoutez, nous on a gagné la guerre contre le Japon, on n'a pas gagné la guerre contre les kamikazes. On gagne la guerre contre un ennemi, pas contre une technique. Jusqu'à plus en informé, le terrorisme est une technique, même si on veut en faire une essence. Donc on a cette rente antiterroriste
qui a, du fait de tout ce que vous connaissez malheureusement trop bien, mais aussi du 11 septembre, mais aussi de l'émergence de Daesh, de la vague d'attentats de ces dernières années dans le monde en général et en France en particulier, cette rente, elle irrigue. Et on voit bien que désormais, le mot terroriste permet de qualifier tous les opposants d'un Sisi en Égypte, mais aussi tous les opposants d'un Haftar en Libye, y compris quand Sisi ou Haftar travaillent avec des salafistes et des gens extrêmement intolérants, pour ne pas dire plus, en termes religieux. Et donc, on a cette... Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, à mon avis, et vous voyez que j'aurais été à la fois assez ambitieux et qu'en même temps je vais m'arrêter assez tôt pour qu'on puisse avoir le débat, on est tout simplement, depuis 1988 en Algérie, quoi qu'on dise, et en incluant la décennie noire. Parce que 87, c'est la révolution du Jasmin, qui est une révolution, c'est un coup d'État où Ben Ali renverse Bourguiba, avec un an et demi d'illusions lyriques. Je rappelle qu'à l'époque, Ramouchi disait je m'en remets à Dieu et à Ben Ali. C'est pas mal pour un islamiste. Donc vous voyez qu'à l'époque, Ben Ali était considéré comme quelqu'un non seulement de fréquentable par l'islamisme, quelqu'un qui était en train d'ouvrir la voie vers le pouvoir. Donc, faire attention. Les années 80, c'est aussi le premier printemps du Soudan, en 85, qui, avec renversement de la dictature de Numeri, régime de transition et coup d'État militaire en 89, ce sont aussi les premières élections en Jordanie, qui voient une forte avance islamiste, mais bon, la Jordanie a pour elle un avantage sur ce sujet à l'évidence, c'est que son roi est descendant du prophète, ce qui lui permet quand même de pouvoir tenir la dragée haute aux islamistes. Et donc ce qu'a fait le roi Hussein, qui en plus était, je crois qu'il... Moi j'ai pu avec d'autres historiens repérer 14 tentatives d'assassinat du roi Hussein. À ma connaissance, c'est ex aequo avec Arafat, mais enfin quand même, ils ont vécu dans un milieu extrêmement dangereux. Donc eux, une élection libre, c'est pas forcément ce qui leur fait le plus peur. Voilà. Il y a quand même des degrés de menace. Donc, en 89, les islamistes ont gagné, et comme toujours, si évidemment il ne se passe pas des horreurs, ils perdent l'élection suivante. Toujours. Parce que ils sont nuls en matière de gestion. Ils sont nuls. Donc, entre la corruption, la mauvaise gouvernance, etc., mais vous savez qu'en Égypte, ils avaient déjà perdu la moitié de leur électorat entre les législatives et le premier tour de la présidentielle. Donc, maintenant on est dans une situation totalement nouvelle, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a ce ressort démocratique quand on lui laisse se développer. Donc, les peuples arabes, et on ajoutera tous les compléments à cette identité pour tel ou tel pays en général et pour l'Algérie en particulier, ont le droit imprescriptible à l'autodétermination comme tous les peuples du monde. Or, ce droit à l'autodétermination continue d'être frustré, car l'indépendance a été détournée. Donc, on est face à des systèmes qui sont en crise profonde et qui n'ont réussi à survivre jusqu'à ce jour que par l'importation massive de ressources extérieures, de rentes. La rente principale, aujourd'hui, la contre-révolution arabe, étant distribuée par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, avec une obsession
pour les frères musulmans, qui aujourd'hui est assez troublante. Les historiens, on n'est pas très futés. On met des dates et après on essaie de voir les causalités. Moi je constate juste quelques jours en avril. Quelques jours en avril, on a ici la démission du président Bouteflika, l'offensive de Haftar contre Tripoli, offensive qui est totalement enlisée, c'est-à-dire l'ouverture artificielle d'une troisième guerre civile, qui heureusement n'est pas à un niveau moyen-oriental, enfin c'est affreux. Il y a des civils qui meurent pour rien, alors qu'on avait, et qu'on a toujours, un envoyé spécial de l'ONU, Hassan Salamé, qui œuvre à justement essayer de trouver une formule pour tous les Libyens. Mais dans ce même mois d'avril, vous avez Omar el-Bashir qui tombe au Soudan. On sait que depuis, tout ça n'est pas frais et joyeux, il y a eu l'épouvantable répression du 3 juin. Mais ce système régional, même si chaque pays a ses propres dynamiques, il fonctionne en écho. Alors moi, ce que je voudrais dire, je vais conclure là-dessus, et puis c'est une façon aussi d'exprimer tout l'amour que je porte à votre magnifique pays. C'est que ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, même si et pour des raisons tout à fait légitimes, on a tendance à essayer de le traiter comme une histoire de famille, la famille algérienne, qui va, pas d'ingérence, évidemment pas d'ingérence. Mais il faut savoir que tout le monde arabe le regarde avec attention, et pas uniquement les pays voisins. Parce que ce qui est en train de se passer en Algérie est d'ores et déjà plus important que ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, ils étaient quelque part entre votre mois d'avril et votre mois de juin. Et puis tout ça a fini avec les codes mal taillés, de 3 constitutions votées en 3 ans, et aujourd'hui une dictature militaire bien pire dans sa férocité que tous les systèmes antérieurs en Égypte. Donc il y a cette dimension de la non-violence est fondamentale. Elle n'explique pas tout, mais elle est une preuve de maturité générationnelle, du fait de l'expérience terrible de la décennie noire, et en même temps, elle renvoie à une réalité historique qui est que l'Égypte en 1919, quand elle obtient sa première indépendance, eh bien, elle le fait de manière non violente. Et la non-violence, elle a permis à cette révolution qui a 100 ans, cette année, la révolution de 1919, elle a permis non seulement d'obtenir l'objectif, qui était l'indépendance, même si l'indépendance était formelle, mais elle a permis surtout, je dirais maintenant avec le recul historique, de créer du lien dans la population égyptienne, de faire que les classes sociales, les musulmans et les chrétiens, les femmes et les hommes, en 1919, des femmes manifestent en Égypte. Donc vous voyez très bien tout ce que je pourrais dire sur l'Algérie aujourd'hui, mais que vous direz beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que la non-violence n'est pas seulement un moyen pour une fin, c'est aussi déjà ce qui détermine la fin. Car la non-violence, par définition, permettra de prendre en compte de manière inclusive et évidemment démocratique ce qu'une lutte armée, du fait des contraintes d'une lutte armée, ne peut qu'évacuer au nom de la primauté de l'objectif d'indépendance à atteindre, objectif d'indépendance dont on voit aujourd'hui que les mêmes tenants de la lutte armée peuvent le trahir et le détourner. Donc, c'est à la fois ce message de respect, de profond respect, mais aussi de confiance, je ne vais pas dire d'optimiste, et d'optimisme, mais bon, moi je crois, c'est pour ça que j'ai choisi la discipline historique, que l'histoire,
c'est l'histoire de l'émancipation des femmes et des hommes, et je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie nous en offre un exemple extraordinaire. Merci de votre attention.